Écoutez, la liberté n'est pas oisiveté, c'est un usage libre du temps, c'est le choix du travail et de l'exercice. Être libre, en un mot, n'est pas ne rien faire, c'est être seul arbitre de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait point. Nous sommes les derniers hommes libres. Je suis bien content d'être venu. Quelle aventure! Il est des trempes d'hommes qui dépassent le commun des mortels. Le genre inatteignable, insaisissable, grandiloquent, comme qui dirait grandiose. Les aventuriers boulimiques, passionnés, sans limite. Parmi ceux-ci, il y a celui-là. Navigateur de tous les fleuves, visiteur des confins et clandestin des zones interdites, tour à tour officier dans la compagnie anglaise des Indes orientales, poète des chemins inexplorés, linguiste et scribouilleur décodant des sabirs inconnus, diplomate enivré de femmes à la cuisse rose. Bref, vous voyez le genre, n'est-ce pas? Le genre de baroudeur pouvant remplir une bible de légendes et d'histoires pour les enfants en mal d'errance. Cet homme, Richard Francis Burton. C'est le 19 mars 1821 que naît notre bon petit vaurien. L'intrépide petit Richard vient au monde à Torquay, dans le Devon, d'un capitaine de l'armée britannique aux ascendances irlandaises, Joseph Netterville Burton, et de Martha Baker, fille d'un membre de la gentry anglaise, ayant hérité de sa fortune. Comme tout officier, le père Burton n'a d'autre choix que d'emporter toute la petite famille sous le bras durant l'enfance de Richard. Au nombre de 5, les Burton voguent vers les horizons. France, Italie, retour en Angleterre, des voyages, déjà, et un goût pour les langues qui va très vite se développer chez le petit Richard. Français, latin, italien, napolitain. Une facilité d'apprentissage très tôt remarquée par les précepteurs du galopin, plongé dès le plus jeune âge dans les lectures et la solitude des rêves enfantins. En 1840, il rentre au Trinity College d'Oxford. Il a 19 ans. Brillant et insubordonné, il fait très vite parler de lui. Le regard perçant et la moustache déjà fournie, il se met à dos professeurs et étudiants. Entre les provocations en duel qu'il lance à ses camarades, se moquant de lui, ou sa morgue face au directeur de l'établissement, il se retrouve très vite sur la liste des moutons noirs. La limite est vite franchie. Pour avoir bravé l'interdiction faite aux jeunes élèves d'assister à une course d'obstacles équestres, le sort de Burton est scellé pour la faculté. Ses camarades sont suspendus. Lui est définitivement renvoyé 2 ans après son arrivée. Dans un ultime bras d'honneur, il fera passer son cheval sur le parterre de fleurs de l'établissement en guise de sayonara. Des déboires qui ne l'empêchèrent pas d'étudier aussi bien l'escrime, la fauconnerie, ou encore son péché mignon, les langues. Une fois loin des bancs d'université, et comme il le précise lui-même, bon à rien d'autre qu'à se faire tirer dessus pour 6 pence par jour, il ne lui reste que l'armée comme refuge. Il laisse la famille très loin derrière, fait le pactage et prend enfin le large. Affecté au 18e régiment d'infanterie indigène de Bombay, il veut s'emplir les naseaux de l'odeur de la poudre et sentir le soleil du désert sur ses joues. Il arrive au Gourajat, dans l'ouest de l'Inde, en 1842 et veut participer à la première guerre anglo-afghane. Mais celle-ci touche à sa fin après la retentissante déculottée subie par les Anglais lors de la bataille de Kandamak et du massacre qui s'ensuivit. Sous le commandement du prestigieux général Charles James Napier, Burton apprend les langues, bien sûr, l'hindurasti, dont il maîtrise déjà les bases, mais aussi le gujarati, le maharati, le persan, l'arabe. Tout ça avec une facilité déconcertante. La légende raconte que c'est grâce à une relation avec une belle gitane, au regard sombre, durant son enfance, qu'il parvient très rapidement à parler toutes ces langues, après avoir découvert auprès de sa belle les rudiments du romani, la langue des gitans, centrale dans la grande famille des langues indo-européennes. Une maîtrise fulgurante du dialecte, des coutumes, qui provoque l'admiration, à tel point qu'il lui est autorisé de porter le janou, la robe des brahmanes, celui qui incarne le dharma dans l'hindouisme. Plongé dans son étude autochtone, allant jusqu'à entretenir une ménagerie de singes dans ses quartiers, notre officier est vite considéré comme un nègre blanc par ses camarades, pour lequel il partage aussi bien méfiance qu'ébahissement. On lui donne également le sobriquet de Dick le Ruffian, sa dextérité et son acharnement au combat faisant de plus en plus parler de lui. Ce qui n'est pas du goût des autres officiers, c'est vrai. Amateur de camouflage et autres travestissements, solitaire et efficace, sa hiérarchie lui confie pourtant une mission stratégique. Établir les relevés topographiques de la région Sindh, aujourd'hui au sud-est du Pakistan. C'est là que se trouve le célèbre site du Mohenjo-Daro, l'un des plus importants de la civilisation de la vallée de l'Indus. Richard Burton fait ses premiers pas d'explorateur, sous un pseudonyme, Mirza Abdullah.
Équipé de précieux instruments de mesure, qui lui serviront dans toutes ses aventures, il marche, explore, note, mesure, se fait passer pour un indigène, décrit et se laisse porter par le souffle de la découverte. Devenu véritable agent de renseignement pour le général Napier, son implication dans les descriptions lui vaudront quelques désagréments de la part de ses supérieurs, encore une fois, notamment dans son rapport particulièrement détaillé de pratiques sexuelles alors qu'il s'aventure dans un lupanar. Témoin ou participant. Il sera rapatrié en Europe en 1849, au retour de sa mission car très souffrant. 2 ans de congé qui lui permettent d'écrire son premier récit d'aventure, Goa et la montagne bleue, et de rencontrer celle qui deviendra sa douce devant l'Éternel, Isabelle Arundel, une jeune catholique rencontrée à l'école d'escrime de Boulogne-sur-Mer. C'est un coup de foudre, c'est elle, et ce sera elle. L'aventure chevillée au corps et rivetée à l'âme, notre bon vieux Richard obtient la permission du comité directeur de la Compagnie anglaise des Indes orientales de quitter l'armée après 7 ans de service. De plus, il obtient le soutien de la Royal Geographical Society pour son projet d'exploration de la péninsule arabique. Son idée ? Trouver un passage jusqu'à la terre sainte islamique, la Mecque. Pour réaliser son Hajj, l'un des piliers de l'islam, il n'a pas d'autre choix que de mettre en pratique son art de l'artifice. Même si un Européen s'est déjà aventuré en terre d'islam, Ludovico de Vertama, qui lui fut jeté en prison à Aden après avoir été découvert en 1503, c'est un Européen incroyant dont le seul évangile est le goût de l'Odyssée et de l'exil, qui embarque ce 3 avril 1853 vers le Caire. Il se fait alors passer pour un Afghan en exil, sous le nom de Mirza Abdullah el-Bouchiri. Longue barbe de circonstance, peau teintée au henné et arabe parfaitement maîtrisé, Burton quitte le Caire pour rejoindre Suez à dos de chameau pour Yanbu, sur la côte arabique. Sous un soleil torride et à l'assaut du sable et des pillards du désert, il prend une caravane en direction de Médine. Après bien des périples, il y parvient. En explorateur accompli, il va étudier, scruter, noter et admirer pendant 6 semaines ce monde qui lui est inconnu. Il reprend la route le 1er septembre 1853, durant une dizaine de jours, tout aussi brûlants, pour sa destination finale, la Mecque. Durant son Hajj, il aura l'occasion d'étudier la pierre noire sacrée des musulmans lors de ses 7 tours. En accomplissant le Hajj, il lui est désormais autorisé de porter le turban vert. Il quitte ensuite les lieux pour Djeddah, port sur la mer Rouge. Comme il le dira dans ses récits, bien que ni le Coran ni le sultan ne réclament la mort des juifs ou des chrétiens faisant intrusion à l'intérieur des colonnes délimitant les limites du sanctuaire, rien n'aurait pu sauver un Européen détecté par la populace, ou quiconque se déclarerait incroyant après le pèlerinage. De retour au Caire, son régiment lui manque. Turbulent et vindicatif certes, mais nostalgique de la troupe, il retourne un temps en Inde. En mars 1854, il se rend à Aden au Yémen, chargé par la Compagnie des Indes orientales d'y préparer une nouvelle aventure, avec la bénédiction de l'armée. Explorer les terres profondes de la Somalie, pour y découvrir la région des Grands Lacs. Décors qui lui ont été maintes fois comptés par les marchands arabes durant son périple vers la Mecque. À Aden, il fait la connaissance de celui qui deviendra l'un de ses grands compagnons d'aventure, John Hanning Speke. Très victorien, ce dernier s'accommodera mal du caractère impétueux et rabelaisien de Richard Burton. Grand buveur, noceur invétéré et consommateur régulier de hashish, la réputation de notre homme le précède partout où il passe. Mais qu'importe, il force le respect. Burton se fixe son premier objectif, parvenir jusqu'à la cité d'Harar, à l'est de l'Éthiopie, là où encore aucun Européen n'a mis les pieds. Il se lance seul, John le rejoindra sur le chemin. Et c'est à nouveau dans l'un de ses plus beaux accoutrements que Burton accoste au port de Zeila, au bord du golfe d'Aden, 3 mois plus tard. La route vers Harar étant peu sûre, il tâtonne, il questionne, il évalue. Et puis, au diable les risques, il arrive sain et sauf à son objectif Harar, où il est introduit auprès de l'émir en personne. Courtoisie de circonstance, car c'est bien plus en tant que prisonnier que comme invité qu'il y sera retenu pendant une dizaine de jours. Le retour vers la côte est particulièrement difficile. Burton y frôlera la mort et ne devra son salut qu'aux oiseaux lui indiquant des points d'eau. Le pays de la soif, Moussaillon. Le pays de la soif. Courage, capitaine, il ne faut surtout pas s'arrêter. Parvenu à rejoindre ses camarades, John Speke en tête, il ne lambine pas. Frôler la mort, ça fait partie intégrante de tout destin d'aventurier. Toute l'équipe se lance vers l'intérieur des terres éthiopiennes et somaliennes. Peu de temps après le départ, l'expédition est brutalement attaquée par une tribu hostile. Son ami William Stroyan est tué. Speke est capturé et accumule plus de 11 blessures avant de parvenir à se libérer de ses assaillants, tandis que Burton a les joues transpercées par une lance, lui laissant une indélébile cicatrice. Le danger, le risque, le goût du destin, plus fort que la mort pour notre aventurier qui reviendra sur ce cuisant échec dans Premier pas en Afrique de l'Est. L'expérience amère, mais il ne se résigne pas, au grand jamais. De retour dans l'armée en 1855, il rejoint le front de Crimée,
au sein des Bitzenhaus, en intégrant un corps de cavaliers fameux, les Bashibuzuk. Malgré des coups pendables contre l'ennemi, le nom de Burton revient sur de nombreux rapports faisant état de mutinerie. Qu'importe. Un an plus tard, malgré un raté retentissant lors de sa précédente expédition, la Royal Geographical Society lui accorde un nouveau financement. Depuis le Zanzibar, il est chargé de rejoindre et explorer la mer intérieure, mais aussi, et surtout, mettre enfin une latitude et une longitude sur les sources du grand fleuve qui fascine les Anglais depuis toujours, le Nil. Le danger est immense, les espoirs de réussite quasi nuls. Mais tant pis. Avant le départ, il se fiance en secret avec Isabelle. Bonne catholique, ses parents ne pourraient tolérer un gendre pareil. Accompagné de son ami Speke, il quitte la côte orientale africaine vers l'ouest en juin 1857. Aidé du guide Sidi Moubarak, la troupe est très vite dépassée par les embûches. Vols, désertions, recrutements difficiles, et surtout, les maladies. Speke perd la vue et une partie de l'audition pendant un long moment, tandis que Burton est incapable de marcher. L'air est lourd, l'humidité grouillante sous les vêtements trempés. La jungle se referme de plus en plus sur le groupe d'aventuriers. L'expédition parvient tout de même au lac Tanganyika en février. À court de matériel et épuisé, Burton tombera néanmoins en extase d'admiration devant la beauté du décor et décrira à son ami momentanément aveugle un panorama à vous faire croire en Dieu. Au retour, c'est notre Burton qui se retrouve dans la capacité de pouvoir pousser vers le lac Ukerewe. C'est donc Speke qui lui donnera un nom plus occidental, le Nyanza Victoria, ou le lac Victoria, en hommage à leur reine. Enfin, Speke croit avoir trouvé les précieuses sources du Nil, ce qui est vrai, mais en partie. Les compères à bout de force parviennent à faire route vers l'Angleterre, mais séparément. La brouille entre les deux amis ne fait que commencer. Arrivé à Londres, Burton rédige un rapport très détaillé, autant sur la topographie des lieux, les langues, mais aussi les mœurs et coutumes sexuelles des indigènes, dans région des lacs d'Afrique équatoriale. Coquin ce Burton. Retour morose pour notre aventurier. Tandis que Livingstone est couvert d'honneur depuis son retour d'Afrique avec son best-seller, son ancien compagnon Speke obtient une dotation de plus de 2500 livres pour une nouvelle expédition en Afrique avec James Grant, après avoir revendiqué la primauté de la découverte du lac Victoria. Richard Burton, lui, ne reçoit aucune reconnaissance. Son ancien ami ira jusqu'à ternir la réputation de Burton auprès des instances académiques. Sombre et fougueux d'orgueil, Burton se lance soudainement dans une ultime odyssée. Il quitte précipitamment l'Angleterre le 21 avril 1860 pour un nouveau lieu saint, une autre Jérusalem, Salt Lake City, la ville sainte des Mormons. Après Harar et la Mecque, Burton veut marquer le coup, une dernière fois. Ce sera le voyage le plus solitaire et le plus rapide de notre homme. Il est à Saint-Joseph dans le Missouri le 4 août 1860, au départ des diligences qui font route vers l'ouest. Il arrive le 28 août auprès des Mormons, après la traversée des grandes plaines de l'ouest et des chaînes montagneuses Wasatch. Il accumulera notes, descriptions, conversations avec les Mormons, mais aussi certaines tribus d'Indiens des plaines. Il reprend le bateau vers l'Albion le 15 novembre depuis San Francisco. Un ultime tour de mer lui apportant enfin la paix et une certaine joie au cœur. À peine débarqué du navire, Richard Burton épouse enfin son Isabelle. Même s'il ne se convertit pas, il passera devant l'autel, un clin d'œil adressé au curé. Ses grandes connaissances des contrées lointaines lui permettent de se mettre au service des affaires étrangères britanniques. Devenu consul, il passe par l'île de Bioko, en Guinée équatoriale, lui permettant d'explorer la côte occidentale africaine avec le botaniste Gustav Mann. Il sera le premier Européen à escalader le sommet du mont Cameroun, plus haut sommet de l'Afrique centrale. Puis viendra le Brésil, où il passera par les hauts plateaux du pays pour descendre en canoë la rivière São Francisco. Et ensuite Damas, où il devient consul en 1869. Il s'y mettra à dos toute la communauté juive locale, à propos de prêts monétaires, mais aussi le gouverneur de Syrie, qui enverra près de 300 cavaliers et méharistes pour le tuer. Le facétieux Burton dira « Je ne me suis jamais dans ma vie senti aussi flatté qu'en pensant qu'il faudrait mettre 300 hommes pour me tuer. » À Damas, le couple Burton fera la connaissance d'une autre aventurière, Lady Jane Digby, mais aussi Abdelkader al-Jazari, alors en exil. Il achève sa carrière à Trieste, alors possession de l'Empire austro-hongrois. Il y rédige ses journaux de voyage, ses récits d'exploits, traduit des livres, comme Les Mille et Une Nuits, Vikram et le Vampire, un recueil de contes hindous, rend hommage à l'aventurier portugais Luís de Camões avec les Lusiades, ou encore apporte un point final à son Cassida, qu'il compose dès son retour de la Mecque. Dans cet ouvrage, un certain passage semble faire écho au seul et unique principe ayant dicté la vie de Burton. Fais comme ton humanité te l'ordonne, n'attends d'applaudissements de personne excepté toi-même. Il vit et meurt avec la plus grande noblesse, celui qui établit et suit lui-même ses propres lois. Dans la matinée du 20 octobre 1890, Richard Francis Burton expire une ultime fois,
après 69 années de pérégrination tout autour du monde. Il n'est pas catholique certes, mais Isabelle convainc le prêtre de lui donner les derniers sacrements. Bien que Burton ait laissé une quantité impressionnante de manuscrits à sa veuve pour lui assurer un train de vie confortable, l'irrévérencieux ne lui rend guère service. Entre son livre Le Juif, le Gitan et l'Islam, récit ouvertement antisémite rédigé à Damas, revenant sur les sacrifices humains rituels pratiqués par la communauté locale, sa traduction du Kama Sutra ou du guide érotique arabe La Prairie parfumée, ce bon vieux Burton ne cherche décidément pas à se faire apprécier de la bonne société victorienne. Après tout, n'a-t-il pas créé la société du Kama Shastra pour faire circuler des livres licencieux dès 1857 ? Sa veuve se résoudra à brûler bon nombre de manuscrits et journaux après sa disparition. Elle le rejoindra au cimetière de Mortlake, près de Londres, dans une sépulture en forme de tente bédouine. Jusqu'au bout, Richard Francis Burton incarnera par tous les pores de sa peau l'aventurier sans limite, éternel assoiffé d'horizons et de découvertes, gentleman goguenard et noble débauché, désireux de repousser les limites de la découverte à la rencontre de l'inconnu. Et les fripouilles comme ça force le respect. Alors, ciao l'aventurier. L'aventure, c'est l'aventure.